Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Stéphanie! Salut. Merci de prendre du temps aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, sachez que nous sommes toutes les deux chacune dans nos lits respectifs. Voilà, en train d'enregistrer parce que maladie des deux côtés. Mais on est quand même là et c'est chouette. Enfin moi je suis très contente de parler à quelqu'un aujourd'hui en particulier. Voilà. Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Stéphanie, je réside dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. J'ai 33 ans depuis le mois d'août et je vis en concubinage, je suis paxée même avec monsieur et nous avons deux petits garçons qui ont eu 13 mois. Ok, des jumeaux. C'est ça. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il m'a juste fallu rencontrer la bonne personne pour me dire que je voulais avoir des enfants avec cette personne-là. Auparavant, j'en voulais pas. J'ai pas un contexte familial initial qui est très très évident. Donc du coup, je caractérise plus mes parents de géniteurs que de parents. Donc du coup, ça n'a pas été une évidence tout de suite. Et puis j'ai rencontré monsieur et puis avec le temps, on se dit que ce serait bien de fonder notre famille. Au fil de la relation, vous êtes tous les deux dit que c'était un projet que vous aviez. C'est ça, tout à fait. On savait que au début, on n'en parlait pas trop et après, ça vient au fur et à mesure des projets de vie de couple et voilà. Ok. Et comment t'as vécu ces premiers mois en tant que maman? Ben, ça n'a pas été forcément évident le premier mois, enfin, dis-moi les premières semaines, puisque donc on a eu des petits garçons qui sont nés avant terme. Donc petit préma, mais préma quand même, donc 20 jours de néonat. Hmm. Donc automatiquement, on a fait 20 jours d'aller-retour matin, midi, soir et on se sent pas forcément maman au début, Hmm. puisqu'on profite pas de ses enfants de la même manière. Et puis une fois que c'était rentré à la maison, on pose les deux cosy sur la table basse et on se dit bon, et ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, ouais, déjà que moi j'ai eu ce sentiment avec ma première fille et on était déjà tous les deux pour un enfant, on s'est dit bon bah voilà. Mais du coup quand c'est doublé, voilà, je sais pas si ça double encore plus ce sentiment, mais on peut revenir sur justement le fait que tu as eu des jumeaux, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. Quelle a été ta réaction à toi quand tu as appris que c'était des jumeaux? Alors, déjà, on a eu le projet, sachant que monsieur avait une évolution professionnelle de son côté, où on sachait qu'il allait être beaucoup plus sur la route que maintenant. Moi, ça faisait même pas un an que j'étais tout juste en CDI sur mon nouveau job. Donc déjà, on se lance dans un projet en disant, ça va mettre du temps, ça va pas prendre tout de suite, ça nous laisse le temps de voir, toi, tes nouvelles fonctions, moi, mon nouvel employeur, etc. Et puis, déjà au niveau de la grossesse, j'ai su que j'étais enceinte le 31 décembre, Ok. puisque je me suis dit, je fais un test au cas où, sachant que j'avais retiré ma contraception au mois de novembre. Ah ouais. Donc, ça a été très rapide. Et je me dis, bon, je teste. Je vois... Et puis, je m'étais fait mon image parfaite. Monsieur fait du basket de la petite boîte où je mets des petits ballons de basket, les petites Jordan qui vont bien. En fait, pas du tout. J'arrive en stress, je lui allume la lumière dans la figure et je lui dis, j'ai une barre, c'est positif. Donc, gros moment de panique. Et puis, j'ai décidé de faire un deuxième test, un troisième test. Donc, bon, il y avait plus d'erreurs possibles. Donc, plus d'erreurs possibles. Donc, du coup, 31 décembre, on a bien eu tous nos amis puisque j'ai pas bu, du coup, une goutte d'alcool. J'ai dit que je détestais le foie gras alors que pas du tout. Enfin, j'ai Hmm. pris toutes les mesures qu'il fallait. Et après, pour l'écho de datation, en fait, mon conjoint est amené à travailler avec des professionnels de santé. Ok. Donc, dont une sage-femme. Donc, du D'accord. coup, on a décidé vu qu'elle travaille avec mon conjoint, de travailler avec elle automatiquement. Et puis, nous, on sait pas trop ce que c'est, une échographie, enfin, ça. Donc, on s'installe. Moi, je m'allonge sur la table. Monsieur, lui, était sur une chaise à côté du bureau. Et puis, elle fait un premier tour, un deuxième tour. Et puis, elle nous dit gentiment, il y a des jumeaux dans la famille?
Oh. Et là, je vois mon conjoint au bout sur sa chaise qui dit, c'est une blague. Bien sérieusement, elle fait, bah non, non, je vous les montre. Et donc, on voit les deux poches distincts avec des trucs rikiki qui ressemblent à des haricots. Hmm. Donc, sachant que moi, j'ai mes cousines qui sont jumelles, donc on savait qu'il y avait un risque, enfin, un risque, Oui, j'appelle pas oui. ça un risque, Une possibilité. possibilité, ouais. Voilà, c'est ça. Mais on s'est toujours dit, bah non, on n'y passera pas. Et puis, manque de peau, on y passe. Donc, gros blanc. Et puis, on s'assoit après au niveau du bureau, après l'écho de datation. Et puis, elle nous dit, c'est normal. Les parents qui ont des jumeaux, ils ont toujours un temps d'adaptation. Donc, bon, je suis sortie de là, j'ai fini en pleurs. La première réflexion, c'était, oui, je vais ressembler à une grosse baleine. Tu vas me quitter pour quelqu'un de plus jeune, de plus fine. Et gentiment, il m'a répondu, oui. Donc du coup voilà, et après bah, j'allais au travail en plus dans la continuité parce qu'on avait pris un rendez-vous très tôt le matin, donc j'allais au travail quoi. Donc ça a été Ok. un peu ouais, pas un coup de massue, enfin si un coup de massue quand même. Quand on sait pas ce que c'est pour une première fois, on se dit déjà on se lance dans un projet où on va vers l'inconnu, et là on se lance dans un projet où on va vers du coup deux inconnus. Ouais. Donc un petit peu de moment de panique quand même quoi. Comment tu t'y es prise pour te rassurer sur le sujet? Alors moi je suis plus quelqu'un de carré. J'ai besoin de tout programmer. Il n'y a pas de place pour l'inconnu. Pratique avec des enfants. Du coup, j'ai lu beaucoup. J'ai acheté 2 livres sur la grossesse gémellaire pour savoir comment ça allait se passer. Après, bah, je regarde aussi sur Internet, forcément. Et dans le cadre de la grossesse gémellaire, ben, il y a un suivi qui est beaucoup plus régulier que sur une grossesse simple. Donc, j'avais déjà une écho tous les mois. Ok. Donc, de quoi me rassurer sur l'évolution des bébés. Et puis après, avec les livres de grossesse, ça permet d'avoir deux, trois notions, de savoir comment s'organiser sur les tâches courantes du fait d'avoir les enfants, quoi. Pour une femme qui est enceinte de deux bébés ou plus, donc le suivi il est différent. Est-ce que la préparation à l'accouchement est différente aussi? Non, du tout. Ok. Préparation à l'accouchement, moi j'ai fait des cours donc dans le cabinet où j'avais notre sage-femme qui nous suivait de base, avec son confrère du coup. Et en fait, la seule différence, on était quatre dames enceintes, dont moi la plus âgée, et solo en grossesse gémellaire. Donc après, c'est la même chose. C'est juste que on pose les questions en adéquation avec Ouais. notre grossesse sur les méthodes d'accouchement, les possibilités qu'il y a, puisque les grossesses gémellaires sont forcément plus à risque. Mais c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'on t'a mis comme obligation, on va dire, pour ton accouchement par rapport à la grossesse gémellaire? J'ai pas eu spécialement d'obligation. J'en ai eu par la suite puisque j'ai fait une MAP, donc une menace d'accouchement prématuré à 5 mois de grossesse. Ah oui, ok. Donc à la suite, oui, j'ai eu des obligations de repos Mm. automatiquement jusqu'à ce que l'accouchement arrive. Mais non, à l'instant T, pas d'obligation particulière. Après, j'ai vite été arrêtée en soi puisque j'ai un congé mater qui devait démarrer en juin, sauf que je suis assujettie à l'hypertension. Donc automatiquement, au mois d'avril, la gynéco qui me suivait en complément de la sage-femme m'a dit stop pour l'activité professionnelle, quoi. C'était comment d'être alitée? Parce que finalement, si t'as été alitée après ta menace d'accouchement en préma, t'as été alitée dès 5 mois et demi, 6 mois de grossesse. Oui, alors après, j'ai pas forcément été, on m'a pas dit d'être alitée, Ok. on m'a juste dit de bien me mettre au repos. Après, je pouvais sortir, mais voilà, pas comme je fais avant. Je suis quelqu'un de très dynamique et qui aime pas rester à rien faire. Donc, ménage, cuisine, la popote, tout ce qui va bien. Donc là, c'était vraiment du repos et puis la petite balade du chien de 15-30 minutes par jour et puis ça s'arrête là, quoi. Et puis après, j'avais un suivi monitoring à la maison qui se faisait toutes les semaines D'accord. avec la sage-femme, du coup. Ok. Jusqu'à l'accouchement. Ouais, c'est Ok. ça. Et du coup, t'as accouché à quel terme? J'ai accouché à 36 plus 3. Ok. Ah, presque quand même pas mal pour des jumeaux. Ouais, c'est ça. Petit préma. Alors après, sur le parcours de ma grossesse gémellaire, donc j'ai eu ma MAP à 5 mois et des bananes. La Ouais. manière dont ça s'est fait, bah justement, on était en cours de prépa à la naissance et donc du coup, la gynéco avait émis sur la dernière écho de faire des monitorings pour vérifier bah, le cœur des bébés, etc. du fait de mon hypertension. Et arrive le dernier cours de prépa que la sage-femme me prend après le cours de prépa, je me mets et en fait je me mets à contracter toutes les 3 minutes. Ah. Sauf que moi les contractions je savais pas ce que c'était donc j'avais beau leur dire en cours de prépa à la naissance, c'est bizarre, je sens une barre en haut, enfin vraiment en haut du Hmm. ventre, juste en dessous de la poitrine.
On me dit, non, non, la gynéco, pareil, non, non, pas d'inquiétude, c'est l'utérus qui travaille. En plus, il y en a deux, donc forcément, ça tire un peu plus. Bon, en soi, je fais confiance. Je sais pas ce que ça engendre, une grossesse ou des contractions. Donc, je contracte toutes les 3 minutes. Donc, du coup, elle me fait un courrier et appelle l'hôpital. Donc, là, j'avais décidé d'accoucher à la base en clinique. Ok. Donc, elle appelle la clinique pour dire que j'arrive dans la soirée, grossesse gémellaire, etc. Donc, je reviens à la maison. Je dis à mon conjoint, bah, prépare les affaires, on y va. Et puis, je suis restée 1 semaine et demie à l'hôpital où j'ai eu, enfin, la clinique dans un premier temps, où à la clinique, ben, j'étais avant 34 semaines, du coup, donc la clinique n'était pas en mesure de Mm. prendre en charge mes enfants, Ouais. enfin, les bébés. Donc, du coup, j'ai eu les piqûres corticoïdes pour la maturation des poumons. Et après, 1 semaine et demie passe, les contractions s'arrêtent, puisque entre-temps, j'ai été transférée via une ambulance à l'hôpital de Saint-Brieuc, qui a un niveau de néonat 3. Donc, super top. Et c'était pas prévu à la base que j'aille à l'hôpital. On voulait vraiment de la clinique, mais bon, après, c'était pour les bébés et non plus pour soi. Donc, du coup, je vais là-bas, je reste 1 semaine et demie, les contractions s'arrêtent, je retourne à la maison tranquillement, donc toujours pas alité, mais du repos quand même, pas d'aspirateur, pas de ménage, pas de folie avec son corps. Et du coup, après, je retourne faire une écho bah, le mois d'après, donc ça devait être au mois de juin, ça devait être ça, sauf que ma gynéco n'avait pas lu le rapport de l'hôpital, donc j'arrive à mon écho du 6e mois, puis elle me dit alors, tout va bien? Bah non, non, tout va pas bien. Donc elle me fait l'écho et la complexité de la grossesse que j'ai eue, non pas qu'elle soit par rapport à d'autres, je suis extrêmement chanceuse, c'est que j'ai un de mes enfants qui grossissait pas normalement. Donc du coup, elle décide de s'attarder sur le premier qui était en bas en fait, prêt à sortir, pour essayer de mesurer au niveau du corps pour savoir s'il avait réussi à prendre du poids ou pas. Et elle m'a fait extrêmement mal. Et au moment où elle me fait l'écho, je contracte de nouveau, sauf que je ne sens pas la contraction. Donc elle me dit bah rebelote, je vous envoie à l'hôpital puisque là vous êtes en train de contracter, vous ne sentez pas, donc c'est un risque. Donc je retourne à l'hôpital pour 72 heures toujours avec des contractants, monitoring, etc. Après, je reviens à la maison. Juste quand tu es à l'hôpital, dans là, ces 2 fois-là, est-ce que toi, à ces moments-là, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je vais accoucher, ou est-ce que tu te dis, non, non, mais c'est trop. Enfin, bien sûr que c'est trop tôt, mais c'était quoi ton sentiment là? Alors, mon sentiment, c'est que déjà, sur la première hospice, donc pour la MAP, bah, on a forcément peur de perdre les enfants. Étant très organisé, tout était quasi acheté pour les enfants. La chambre était prête, tout était en place. Et du coup, la sage-femme m'a dit au moment où elle m'a dit, bah, je préviens la clinique, etc. Vu que c'est la cliente de mon conjoint, elle me dit pas de panique, ça va bien se passer, très sereine. Donc déjà, je pars en pleurs, mais pour le moment, je me rends pas compte de ce qui se passe. Arrivé à l'hôpital, on arrive à voir un pédiatre, pas dans l'immédiat, mais je pense que j'ai été hospitalisée, je crois que c'est un vendredi soir que j'ai été hospitalisée et on voit le pédiatre le lundi ou le mardi. Et en fait, le pédiatre, l'avantage qu'il y a, je trouve, à l'hôpital de Saint-Brieuc, c'est elle a rien caché. Elle nous a pas mis de Hmm. paillettes dans les yeux ni rien. Elle nous a dit clairement, bah voilà les 3 hypothèses à aujourd'hui, c'est que si ça naît, on est en mesure de les prendre en charge. Par contre, il y a un risque pour qu'il y ait un lourd handicap, pour que ce soit un handicap léger ou que, bah, en fait, ils n'arrivent pas à survivre. Donc, bah, là, le monde s'effondre automatiquement. Tout est prêt à la maison. On s'imagine déjà dans le jardin avec les enfants à courir partout. Et puis, bah, mon conjoint a été un très grand renfort puisqu'en fait, il a rien laissé paraître du tout. Et on est resté dans l'optique que un jour passé et un jour gagné. Bien sûr, ouais. Sachant que en amont, moi je l'ai su qu'après accouchement, mon conjoint avait appelé sa cliente, donc notre sage-femme, qui lui a dit qu'elle avait entre guillemets peu d'espoir pour la suite. Ah ouais, ok. Donc c'était un peu le ressenti. Après sur la deuxième hospice avec les contractions, bon ben je relativise disons un peu plus en me disant bon bah c'est que des contractions, de toute façon on va réussir à tenir le cap comme on a réussi à le faire la première fois. Hmm. Et puis après je suis retournée à la maison, je suis passée à 2 monitorings par semaine, donc la sage-femme qui vient. On a toujours un visu sur le fait que le premier bébé qui est prêt à descendre ne grossit pas comme il devrait grossir. Donc, il y a une surveillance plus par rapport à ce bébé-là. Et après, sur la troisième hospice, donc suite à cette deuxième hospice, je devais faire des hôpitaux de jour.
pour prise de sang, monitoring et puis la protéinurie dans les urines. Et du fait toujours de mon hypertension, donc surveillance plus plus. Et j'arrive un mardi matin, donc toujours à l'hôpital de Saint-Brieuc, parce que du coup j'avais décidé de laisser mon suivi à l'hôpital de Saint-Brieuc. Ok. Puis j'arrive, donc je fais ce qu'il y a à faire pour mes analyses urinaires, et puis je vois le plus au niveau des plus au niveau de mes protéines. Hmm. Je regarde mon conjoint et je lui dis, ce soir, je ne rentre pas à la maison. Il me dit, mais non, t'as lu trop de trucs sur Internet et tout. Je lui dis, non, je suis sûre que je suis en train de faire une prééclampsie. Il me dit, mais non, tu regardes tout et n'importe quoi. J'ai dit, écoute, j'ai la barre sur mon ventre. J'ai un des bébés qui grossit pas comme il devrait grossir. Et j'ai là, j'ai la protéine dans les urines, plus mon hypertension. Donc, je te rassure, ce soir, je ne rentre pas. Hmm. Et donc, arrivé sur la salle d'observation, enfin là où je fais mon hospice de jour, la gynéco fait mon monito qui se passe très bien, le cœur des bébés bat régulièrement. Et puis elle me dit, bon bah, Madame Billoire, ce soir vous rentrerez pas à la maison? Et j'ai dit, bah non, je m'en doutais. Elle me dit, bah là, au vu de des protéines, de l'hypertension, on est sur une prééclampsie. Hmm. Donc là, je me mets un petit peu à pleurer parce que j'avais l'espoir de rentrer à la maison et à l'époque, on avait un petit chien qui était pour moi mon premier bébé. Hmm. Donc de me dire que j'ai pas pu dire au revoir à mon chien ou à bientôt ou machin, bah ça a été le monde qui s'écroule. Enfin, j'étais oui, mais j'ai encore des choses à faire dans la chambre. J'ai mon chien qui m'attend à la maison. Mais du coup, bah non. Donc, je suis restée à l'hôpital de mi-juillet et j'ai été pas déclenchée, mais à la base, je devais l'être. J'ai accouché le 2 août. D'accord. Ouais. 15 jours. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu un suivi toujours bah, tous les jours avec mon monitoring 2 à 3 fois par jour. Et à la base, étant donné que le bébé ne grossissait toujours pas, enfin, du moins pas suffisamment pour maintenir la grossesse, il décide de me déclencher. Et donc là, je fais tout un pataquès, je fais pas une crise, mais un petit peu, en disant, OK, j'accouche cette semaine, enfin la semaine prochaine, pas de problème, mais quand est-ce? Et donc, elles me répondent, on ne sait pas, ça va dépendre de quand est-ce que la salle de couchement est disponible. Et je dis, oui, mais moi, j'ai besoin de savoir. Donc, du coup, elles me disent, bah, on va vous déclencher demain matin, on vous envoie en salle d'accouchement, on vous déclenche, et puis après, on laisse le travail se faire. Bon, j'ai, OK, soit. Puis, arrivé le lundi soir, donc monsieur était encore en activité, donc il venait me voir tous les soirs, sachant qu'il a 4 départements. Du coup, il venait me voir tous les soirs, et puis d'habitude, il reste jusqu'à minuit et demi, 1 heure, quoi. Et ce soir-là, gros mal de crâne. Je sens encore d'autant plus ma barre entre mon ventre et ma poitrine. Et puis Hmm. je lui dis, bah écoute, arrivé 22 heures, je lui dis, écoute, rentre à la maison parce que là, j'ai mal au crâne, la lumière, ça m'explose les yeux. Y a rien à faire, quoi. Donc j'avais demandé à la sage-femme un médicament pour mon mal de crâne. J'ai réussi un tout petit peu à dormir. Et puis c'était reparti de plus belle vers minuit, 1 heure du matin. Et puis, du coup, je rappelle la sage-femme en disant, bah, je suis désolée, donc c'est Solène qu'elle s'appelle, je suis désolée Solène, mais bah, ça va pas mieux en fait. Moi j'ai toujours mal, mon mal de crâne il passe pas, donc là je sens que bah, ça se passe pas comme ça devrait se passer quoi. Elle me dit, bah écoute, je vais prévenir la gynéco de garde et puis je vais t'envoyer en salle d'observation. Donc, enfin en salle d'accouchement. Donc elle m'envoie en salle d'accouchement, il me donne un médicament que je vomis illico presto. Et donc, du coup, la gynécologue, pour la petite histoire qui m'a fait accoucher ce soir-là, c'est la gynécologue qui m'a vue les 2 premières fois à ma deuxième et ma troisième hospice, qui m'a dit, bon, Madame Billoire, cette fois-ci, on reste jusqu'à la fin. Hmm. Donc, en plus, elle sait que j'ai un côté assez, je suis beaucoup anxieuse, donc voilà, elle m'a rassurée. Et puis, je dis, bon, bah, est-ce que j'ai besoin de prévenir monsieur? Elle me dit, bon, on va attendre un petit peu, on va voir comment ça se passe. Hmm. Donc là, je vomis mon médicament. Elle me dit, bon, bah, du coup, on va pas attendre, on va appeler monsieur. Bah, j'ai dit, bah, attendez, j'ai mon téléphone avec moi, appelez-le. Et en fait, sur mon téléphone, c'est marqué mon chat. Je l'appelle mon chat. Et du coup, elle me dit, bon, je vais peut-être pas l'appeler mon chat. Je dis, oh, vous pouvez, il va rigoler, hein. Donc, il décroche. Et puis, bah, on est à 10 minutes de l'hôpital, donc on est juste à côté. Et puis, elle raccroche et ça me fera toujours rire. Elle regarde ses consoeurs et elle leur dit, vous regardez combien de temps le papa m'est arrivé. Et ça m'a fait super rire. Et en effet, il a pas mis longtemps à venir. Et donc, du coup, bah, après, je pars en salle d'accouchement par césarienne, du coup. Donc tes 2 bébés naissent, tu savais que c'était des garçons? Oui, on vous laisse savoir le sexe. Ok.
Donc deux petits garçons, les deux bébés naissent du coup par césarienne. Donc j'ai qui sort à 2h16, donc c'est le plus petit bébé qui grossissait plus. Ouais, Il sort à 1,6 kg ouais, c'est tout petit. et ouais c'est ça, et qui sort à 2h19 à 2,1 kg. Ah ouais, ok. Donc c'est pour ça que je dis je suis chanceuse parce que j'ai accouché le plus tard possible par rapport à un terme à 37 semaines. Hmm, Mais la difficulté c'était la prééclampsie et puis le fait que ce soit des petits gabarits quoi. ouais, bien sûr. Est-ce qu'ils expliquent a posteriori pourquoi ne grossissait pas? De ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il avait pas assez de place pour se développer au niveau du ventre. D'accord. Après, je suis un petit gabarit, je fais 1m56, je faisais 56 kilos, donc forcément, au bout d'un moment, ben, mon corps, Oui, il n'y a plus de place, hein. il pousse, mais après, il y a plus de place, quoi. Exactement. Ok. Et donc, dès la naissance, les deux sont envoyés en service de néonat? Si, je me souviens, parce que moi, j'étais pas trop là, donc les bébés naissent, hein, papa reste avec moi, donc après, les bébés partent. Moi, je pars en salle de réveil pendant 3 heures. Et donc, en fait, le papa restait en peau à peau avec les deux. Super. Et puis après, bah, ils avaient les scopes et la puère qui était en néonat, qui est une connaissance à moi, qui était une copine, a vu que on avait du mal à réguler. Donc du coup, il a eu des petites ailettes pour respirer. Pas de couveuse comme on peut voir sur les bébés qui sortent un petit peu Hmm. plus tôt ou sur des plus petits poids, mais des petites ailettes quand même avec des berceaux chauffants. La suivi. Et donc moi, je les ai vus après, enfin avant qu'ils partent en ce qu'ils appellent en réa, du coup, malgré que c'est de la petite réa par rapport à d'autres bébés, je les ai vus quand même avant de partir à la salle de réveil. Je les ai posés sur Hmm. moi et puis après, il fallait que j'aille à la salle de réveil. Et après, j'ai un peu de mal au niveau de la chronologie, mais je sais que j'ai pas vu pendant 48 heures. Oh, waouh. Ouais, je l'ai juste vu au moment bah, où je l'avais contre moi. Et je sais plus s'il était en néonat ou s'il était avec moi dès le début, mais je sais que j'ai eu énormément avec moi en peau à peau parce que malgré que ce soit le plus petit gabarit, c'est celui qui se portait le mieux. Et du coup, arrivé à un moment donné, ils sont arrivés tous les deux dans la chambre. C'est ça, il y avait le réveil pour donner le biberon au garçon. Et au moment où le réveil arrive pour donner le biberon, la sage-femme, enfin oui c'est ça, la sage-femme arrive dans ma chambre parce que je suis en train de faire une continuité de ma prééclampsie, puisque mon hypertension est toujours présente et mes analyses sanguines sont pas du tout bonnes, donc je repars en fait pour 12 heures en soins intensifs, Oh, waouh, ok. en observation, Ok. Et donc, sans tes bébés. sans mes enfants. Ok. Donc c'est après le papa était là avec eux pour aller faire du pot à pot, donc je me rassure avec ça et il a rempli le job plus que Hmm. qu'il fallait puisque sur les prémas on parle toujours du pot à pot qui est le plus important pour Ouais. qu'ils arrivent à réguler, à bien grandir, etc. Donc au bout des 12 heures, bah, je remonte dans la chambre et là les bébés bah, restent en néonat pour surveillance. On vous dit un peu pourquoi ils restent, enfin, pourquoi ils doivent être surveillés? C'est toujours une histoire de régulation? Alors c'est toujours une histoire de régulation pour puis après pour il s'agit du gabarit pour être sûr Ouais. que bah il arrive à prendre du poids correctement au niveau de Hmm. son développement personnel. Le service des néonats est sur le même étage que la mater. Donc la frustration c'est que j'ai pas pu non plus aller tout de suite dès le début puisque j'ai eu la bonne idée de vouloir me lever dès le lendemain de ma césarienne en me pensant combative et que je n'allais rien sentir, mais en fait j'ai tout senti, donc un peu trop tôt. Donc après les sages-femmes ont été d'un fort soutien aussi, pareil par rapport à ça au niveau de la mater, parce que tous les jours on essayait de franchir une petite étape, de s'asseoir au bord du lit, après d'aller jusqu'aux toilettes, d'aller jusqu'à la douche. Et puis bah en amont j'avais réussi à aller quand même en fauteuil roulant voir mes enfants et faire du pot à pot. Et puis après, bah, la néonate se suit, donc ils sont après vite sortis. Enfin, il a fait 48 heures de réa. Après, on était juste en surveillance classique avec les scopes et puis pour voir leur rythme cardiaque, mais il y avait plus besoin de l'aide respiratoire. Au début, tu disais que tu t'étais pas sentie maman tout de suite, justement parce qu'il y avait eu cette séparation et un peu tout cet environnement médical tout autour de vous. Comment ça s'est passé quand vous avez eu le go pour rentrer chez vous avec vos deux bébés? Alors déjà par rapport à la néonate, ce qui était bien, donc nous on avait une chambre enfin une chambre, on avait un espace où il y avait les deux bébés avec deux fauteuils où on allait voir nos enfants. Donc, au début c'était scopé. Par contre, ce qui est bien au service des néonates, et c'est ce que j'ai dit à mon conjoint avec le recul, d'un côté je me sens chanceuse d'être passée par cette notion de prééclampsie et de prématurité, dans le sens où d'un côté on a appris notre rôle de parents quand ils sont nés pour tout ce qui est soins, le bain, les biberons. On est passé par toutes les étapes entre la tulipe, les biberons. Et puis après, de leur chambre où ils étaient tous les deux, on est passé en chambre kangourou.
Et donc, on nous dit clairement que là, les bébés, c'est bon, ils sont grands, ils arrivent à s'autoréguler tout seuls. Il y a la prise de poids qui fait qu'on est bien, qu'ils sont bien. Il n'y a plus besoin de berceau chauffant. Donc, on passe en chambre kangourou sur une durée d'une semaine. Et puis après, on nous donne le feu vert pour dire, bah, c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison. Et donc là, c'est un gros moment de panique dans ma tête en disant, bah ouais, sauf que là, j'aurais plus de sage-femme ou de puère à côté de moi pour, si je panique ou si je fais pas bien mes soins ou si je donne pas bien le biberon ou s'il régurgite, comment je fais? Donc c'était un petit peu dans ma tête panique à Mm. bord, mais de ce que m'avait laissé sous-entendre les puères, ils laissent pas partir les parents s'ils sentent qu'ils sont pas en capacité de suivre à la maison. Donc ça a été très rassurant d'avoir ce parcours-là. Mm. Et puis après, ben le vécu déjà de rentrer sans les bébés, parce que du coup j'ai accouché le 2 août, je suis rentrée 3 jours après ou 4 jours après. Donc ouais, c'est ça. On a fait les allers-retours après pendant 2 ou 3 semaines. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de rentrer sans mes enfants. Je rentre dans la voiture, j'ai pas mes cosy derrière, j'ai pas tout ça. Et puis après, bah, le jour où on a le feu vert, bah, on sort les cosy et puis on arrive à la maison et on avait fait le choix de pas aller Mm. chercher notre chien tout de suite. Enfin, dès le jour où on allait récupérer les enfants pour les ramener à la maison, on a fait le choix de le faire venir demain, comme ça nous laissait au moins une après-midi, une nuit et une matinée pour prendre le rythme à quatre. Donc après, bah, s'en est suivi un rythme avec un biberon tous les 3 heures pour les garçons, sauf qu'on était sur du lait classique au début et ils avaient énormément de mal à digérer. Donc sur un biberon tous les 3 heures, ben on les avait quasi 2 heures, 2 heures et demie avec nous, donc ils dormaient une demi-heure ou s'endormaient un petit peu contre nous avant, mais du coup nous en tant que parents on n'a pas dormi beaucoup. Comment vous êtes organisé pour les premières semaines pour justement gérer ce quotidien? Alors déjà, dès qu'il y a un aspect néonat qui rentre en jeu, il y a un jour de congé néonat par jour d'hospitalisation dans un maximum de 30 jours. Donc mon conjoint a pu bénéficier d'un congé néonat pendant 30 jours. Après, il a bénéficié d'un congé pater. Donc il a eu 28 jours et après bah, il a posé ses congés d'été. Donc du coup les garçons sont nés le 2 août et il a repris le travail mi-octobre. D'accord, ok. Donc vous avez eu 2 mois et demi, enfin, dont un mois de néonat, mais... C'est ça. Mais pour prendre les nouveaux repères, donc après au niveau de la gestion, ben on a toujours fonctionné de celui qui prenait le premier bébé en premier, ben le gérait toute la journée et bah du coup l'autre gérait le deuxième et puis le lendemain on inversait histoire d'avoir un moment de partage quand même avec chacun. Parce que même si c'est des jumeaux, je préfère qu'ils aient aussi Mm. chacun leur identité. Après, c'est ma manière de voir les choses pour ma part. Du coup, on a fonctionné comme ça. Et puis après, bah, on avait pris le pli au niveau bah, de notre chien qui était présent à l'époque. C'est papa qui s'occupait du chien le matin pendant que moi, je faisais le change des bébés ou je Mm. nettoyais les biberons le temps que les bébés digèrent tranquillement. Et puis le soir, généralement, soit on allait se balader ensemble, soit bah, en rentrant du travail, c'est lui qui s'occupe du chien pendant que moi, je gère les enfants. Quelle relation ils ont, tes enfants, aujourd'hui, entre eux? Eh ben, je trouve que ça commence à être de plus en plus complice. Au début, quand ils dorment ensemble en bas dans le parc pour les siestes du matin et de l'après-midi, je les mettais dans le parc au début, Mm. en bas pour avoir une surveillance non-stop. Ils se tenaient la main consciemment pendant leur sommeil. Après, on a eu une phase où beaucoup plus indépendant que son frère. Il aime pas trop qu'on le touche. Et qui est à l'inverse très dépendant de ses parents et du contact et qui Mm. a besoin, un énorme besoin d'être rassuré. Et aujourd'hui, bah, ils font du quatre pattes déjà, ils arrivent à se lever et bah, ils partagent où ils jouent ensemble, ou ils se coursent après en faisant du quatre pattes, ou moi je suis derrière, je suis en train de leur courir après. Donc ils sont vraiment, ça commence à interagir de plus en plus. Le jour où il est debout au niveau de son parc et il est en train de tirer dessus pour le faire tomber, mais c'est des choses mais qui sont drôles quoi. C'est même eux deux ils rigolent ensemble quoi. Donc il y a une complicité qui s'éveille pour le moment. Après, je sais que ça durera pas, il y aura aussi de la bagarre. Mais J'imagine. pour le moment, on a un aspect très complice, quoi. Je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, je sais plus si c'était en croisant une maman avec des jumeaux, je sais plus, mais où ma première réflexion pour moi-même, c'était de me dire, oh là là, le courage quoi d'avoir des jumeaux. Et après, je me suis dit, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que quand il y a une femme qui attend des jumeaux, des jumelles, enfin deux enfants en tout cas en même temps, les premières remarques sont plutôt, j'allais dire négatives, mais pas hyper Négatif. encourageantes. Ouais, c'est ça, mais c'est négatif. Tu vois, du type, oh là là, bon courage, Mm.
La pire question, je crois, c'est est-ce que c'est des vrais? C'est sous-entendu, Ah, enfin, non, j'attends pas des faux enfants. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Est-ce que tu l'as vécu et comment tu l'as vécu? Alors oui, on l'a vécu, moi solo ou même quand on va se balader en famille sur la côte de Pléneuf, usant. Voilà. C'est usant. C'est bah déjà nous, en tant que parents, sur nos premiers enfants, on accuse un peu le coup quand on nous annonce qu'on attend des jumeaux. On a un parcours qui est pas forcément des plus durs, parce que comme je dis, ça s'est globalement très bien passé pour nous. Et puis vient le moment où oui, je crois que la première fois que je les ai sortis, on était dans le secteur autour de la maison, donc en soi c'était pas dérangeant, mais j'ai été leur faire un bain thérapeutique qui représente en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais comme s'ils étaient à l'intérieur de l'utérus, parce que je trouvais ça important de le faire d'un sens où vu qu'ils étaient pas nés à terme, ils avaient, je pense, encore besoin de se retrouver un petit peu. Et du coup, j'arrive dans ce cabinet, il y a un monsieur qui m'ouvre et fait oh là là, des jumeaux. Oh non, mais moi, j'aurais pas pu. Et là, je me dis, bah oui, mais en même temps, j'allais pas en jeter un et en garder un. Enfin, Et après, oui, c'est les réflexions, ce sont des vraies. Alors là, je crois que la pire réflexion, c'est une grossesse naturelle. Ah, mais mon Dieu, j'avais même pas pensé à celle-là, tiens. Si, grossesse naturelle, c'est la question qu'on nous pose le plus, enfin qu'on nous pose le plus, qu'on a, parce qu'on sait que les grossesses multiples, c'est plus souvent sur des parcours de PMA ou de FIV ou des choses comme Ouais, bien ça. sûr. Mais bon, c'est pas Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? C'est ça, mais c'est vraiment c'est naturel. Ce sont des vrais ou des faux. Oh, ils ressemblent pas. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça doit être dur. Ça doit être du boulot aussi, hein. Ah oui, mais du coup, vous avez arrêté de travailler. Et donc là, on se dit, waouh, on n'est pas dans le même monde quand même. Ouais. Donc c'est un peu usant. Et la dernière fois, j'ai même eu, en faisant mes courses dans un supermarché où je suis passée avec ma poussée double, où on félicite, waouh, convoi exceptionnel. Donc déjà qu'on passe pas inaperçu, mais les réflexions. Oh, Mais c'est usant. En fait, je dis à mon conjoint à chaque fois qu'on sort, maintenant ça va un peu mieux, j'ai l'impression parce qu'ils ont grandi et que nous on a appris aussi sur nous, bien mais sûr. qu'on est des bêtes de foire. Et la caissière donc elle dit ah bravo, convoi exceptionnel. Je dis oui oui. Et du coup elle fait ah bah oui, on va être gâtés, machin, mais c'est des jumeaux, oui. Et du coup bah ils sont pas nés à terme. Donc on répond gentiment non non. Et ils sont nés à combien? Ils sont sortis trop tôt. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Ils sont juste sortis trop tôt. Je suis toujours impressionnée de la capacité des inconnus à poser des questions qui ne les regardent pas. C'est usant. Donc au début, moi, je trouvais ça chiant, pour pas Hmm. paraître trop mal poli, mais on est dans une sortie de famille et on a des yeux rivés sur nous à chaque fois qu'on Hmm. marche ou qu'on fait un pas. Ouais. Donc je regarde les gens, enfin un peu méchamment au travers, leur disant non mais laissez-nous la paix quoi. Et la dernière fois, j'ai eu une mamie, toujours à ce même magasin, mais pas le même jour, qui est carrément, qui était devant moi, qui a fait le tour de la poussette et qui s'est penchée sur le cosy de mes enfants. Et je déteste ça. Qu'on me demande si on veut les voir, soit après je décide Ouais. oui ou non, mais qu'on vienne les voir directement sans me demander l'accord, bah en fait non, c'est comme je dis, on n'est pas Ouais, des c'est bêtes de clair. foire quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai. Alors, pas toutes ces questions, mais sur de se pencher sur le cosy, de s'approcher, voire même de toucher. Ça, enfin, moi, je trouve déjà même avec un enfant. Enfin, j'ai un souvenir dans le bus de quelqu'un qui s'approche et qui vient caresser les cheveux de ma fille. Mais on ne Ah se bah c'est connaît pas. ça. Mais c'est ça. C'est, Ouais, bah et enfin, sur une grossesse simple ou une grossesse gémellaire ou quand on a un ou deux enfants et que c'est toujours, c'est sûr, les bébés, c'est mignon, on a forcément envie de voir à quoi ça ressemble. Je comprends, mais en fait, faut respecter aussi l'intimité et la vie familiale des parents, quoi. exactement. Et puis respecter juste le bébé qui n'a rien demandé, quand même. Mais c'est ça, Ouais. c'est ça. Qui voit du monde là, qui connaît pas et oh non, horrible, horrible. Quelle réaction t'aurais aimé entendre quand vous disiez que vous attendiez des jumeaux? Alors déjà, j'ai une personne de notre entourage, enfin plus ou moins loin, qui m'a félicité, même pas. Non, je crois qu'il m'a même pas félicité, il m'a dit, oh là là, bon courage, double poussette, double lait, double couche, oh là là, financièrement, ça va être une galère. En fait, ça m'a un peu cassé dans mon mood où j'étais, bah oui, bah si j'ai des jumeaux, maintenant je suis contente, je suis faite à l'idée, ils sont là, tout se passe bien. Donc j'aurais aimé qu'on me dise ça va aller, ça va bien se passer. Si c'est possible avec un, c'est possible avec deux. D'autres sont passés par là. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ou Mm. peut-être un peu plus d'encouragement que oh deux, j'aurais pas pu. Ou oh là là, le boulot. Ou bah ouais, mais en fait d'un côté on choisit pas. Et puis je me voyais pas non plus derrière faire une réduction embryonnaire, Ouais. sachant qu'avec deux, c'est pas la mort non plus quoi. C'est pas déquintuplé ou tout était bon pour que notre profil professionnel, familial et notre maison puisse accueillir tout le monde. Donc ouais, peut-être un peu plus d'encouragement, quoi. C'est souvent la réaction que les gens ont quand tu annonces une grossesse simple. En fait, les gens, en général, ils te félicitent. Si C'est c'était quelque ça, chose que tu souhaitais, ils te félicitent. c'est ça.
Et bizarrement, ils le font pas quand c'est des jumeaux. Mais non, c'est ça. C'est la même réaction que les gens qu'on croise dans la rue, c'est oh, il y en a deux, t'as vu? Ben là, c'est la même chose. Oh, deux, mais comment vous allez faire? Mm. Il y a juste vraiment nos amis à qui on a fait la révélation, parce que c'est tombé au même moment de l'anniversaire de mon conjoint. Tous ceux qui étaient là, ils nous ont félicités. Donc, en fait, le truc que j'aurais aimé, c'est qu'on me félicite et qu'après qu'on me dise, oh là là, ça va être du boulot. Ouais. Mais juste au moins le félicitation avant de dire, mais comment tu fais? Bah, en fait, j'ai J'ai pas fait, le j'ai pas choix, le en choix fait. de faire. C'est, Ouais. je vais pas Ouais. les laisser mourir de faim, hein. Je vais pas les laisser dans leur caca toute la journée. Donc, Ouais. je fais, quoi. C'est juste ça qui me manque un peu, ouais. Je comprends. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une femme qui attend des jumeaux aujourd'hui? Pas de panique. Pas de panique, ça va bien se passer. Il y aura des hauts et des bas et comme je dis aux gens, moi aujourd'hui ça se passe bien. Les garçons ils ont fait leur nuit au bout de 6 mois. Ils mangent bien, ils dorment bien. Il n'y a pas de souci de santé particulier. La motricité ça se développe comme ça se développe, mais il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc ça va bien se passer. Et puis en fait faut se faire confiance. Faut juste se faire confiance, être entouré des bonnes personnes aussi qui seront là pour vous soutenir. J'ai l'exemple d'une copine qui est une bonne copine de base, mais elle s'est révélée à moi en étant plus qu'une copine dans le sens où c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance, dans le sens où quand j'ai fait ma prééclampsie derrière, j'avais une consultation à faire avec le néphrologue pour essayer de décrypter pourquoi je fais de l'hypertension à 33 ans. Et donc du coup, elle s'est proposée automatiquement de m'accompagner au rendez-vous avec les enfants pour qu'elle reste avec les enfants dehors, dans le couloir, pour que je puisse me concentrer sur mon rendez-vous avec le néphrologue. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que quand j'ai besoin, ben Mm. j'appelle facilement. Donc j'appelle pas tous les 4 matins, mais l'autre jour mon conjoint avait un clou dans le pneu avant de partir en vacances. Donc moi j'étais au boulot, lui il était au boulot. Fallait qu'on aille récupérer les enfants. Donc il a été récupérer les enfants et après il est parti changer son pneu. Et en fait elle est venue automatiquement garder les enfants quoi, sans se poser de questions. Et oui, je pense que c'est un choc. C'est un choc d'attendre des jumeaux. Et après, faut juste s'y préparer. Faut pas lire tout ce qu'on voit sur Internet non plus. Chaque grossesse est différente. Tout dépend des antécédents de chacun au niveau de la santé aussi. Mais je pense qu'il faut juste être organisé. Il faut aussi se laisser un petit peu aller, même Mhm. si bah, le biberon il est décalé d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, c'est pas grave, ça va bien se passer, mais il faut juste être organisé sur la manière de gérer les choses et de se faire confiance soi. Aujourd'hui, moi j'avais décidé par exemple sur mes jumeaux de les régler en même temps, de les réveiller en même temps, de leur donner le biberon en même temps, c'est un choix. Il y a des mamans qui vont décider de les réveiller séparément pour s'en occuper en termes de gestion pour que ce soit plus facile. Donc, je pense que chacun doit faire à sa sauce. Mais ouais, je pense que c'est juste une question de confiance en fait. Vraiment se faire confiance et de pas avoir peur parce qu'en fait, d'un côté, c'est la plus belle aventure pour moi et pour mon conjoint qui nous soit arrivé dans le sens où bah, d'un côté, un enfant, c'est bien un enfant, hein, je dis pas le contraire, mais faut aussi jouer avec, faut l'éveiller, faut tout ça. Je pense que ça demande plus de gestion que d'avoir deux enfants qui vont s'éveiller en même temps. Ça, je l'avais jamais vu comme ça. Moi, je le vois comme ça, dans le sens où bah aujourd'hui, c'est vrai que ben des fois, je suis dans ma cuisine à leur préparer la popote et en fait, ils jouent tous les deux. Mm. Donc, je suis pas Ouais, c'est vrai. forcément sollicitée comme si j'avais un enfant qui avait besoin de moi pour jouer. Donc, et a un petit peu plus d'avance que son frère au niveau de sa motricité. Et en fait, je suis un petit peu le modèle de son frère. Donc, derrière, c'est un petit soutien aussi Mm. par rapport à ça. Donc, non, faites-vous confiance et tout va bien se passer. Et puis, si les gens vous disent des miséricordes, ben, en fait, c'est pas grave. Faut se dire que c'est la plus belle chose au monde qui soit arrivée, quoi. Il existe un réseau, des groupes de soutien pour les parents qui attendent des jumeaux, qui auraient des questions spécifiques à poser. Moi, ce que j'ai fait, quand j'ai su que j'avais des jumeaux sur Facebook, je me suis inscrite sur un groupe de parents de jumeaux pour prendre un petit peu les conseils. Ouais. J'avais juste fait ma liste des accessoires, qu'est-ce qu'il faut pour acheter pour les bébés à l'arrivée, pour être sûr que je loupe rien. Et pareil, quand je dis qu'il faut se faire confiance, tout le monde m'a parlé du Bébrisema ou je sais pas quoi, le truc qui fait le biberon tout seul avec les dosettes, l'eau qui chauffe. Tout le monde m'a dit non mais il faut absolument que tu achètes ça pour des jumeaux, c'est indispensable. On a chauffé les biberons au micro-ondes. On a pris nos deux doigts pour mettre les dosettes de lait et on les a secoués par nous-mêmes. Donc non, après moi je me suis inscrite sur ça. Après j'ai beaucoup échangé sur le temps de ma grossesse gémellaire avec ma sage-femme qui a été Mhm. très présente. Le corps hospitalier et le corps médical qu'on a eu aussi en néonat ou autre, toujours très rassurant avec de la positivité.
Et après, nous, dans le cadre du parcours de néonat, on fait partie d'un parcours qui s'appelle Bien grandir en Bretagne. Ok. C'est pas trop les tenants et les aboutissants, mais on fait partie d'un cercle d'enfants nés prématurément. Pour nous, c'est pas trop la prématurité, parce qu'ils sont à 36+3, mais du fait de leur petit poids. On a un suivi avec 2 pédiatres, un pédiatre du CH et un pédiatre indépendant. Et après, là, on a des séances de kiné. Je vais quasi tous les mardis pour la motricité des enfants, pour voir si ça évolue correctement. Donc après, je pourrais très bien stopper parce que ils se lèvent, ils font du quatre pattes. Enfin, je vois pas de retard particulier, mais pour moi, dans ma tête, tant qu'il marche pas, c'est Mm. peut-être psychologique, mais tant qu'il marche pas, je veux pas arrêter le kiné. Ça me rassure. Et dans ce parcours-là, bah, après, on a des choses qui sont mises en place. Au début, j'ai eu la visite de la PMI toutes les semaines pour venir faire les mesures de bébé, enfin la pesée des bébés. Après, elle est moins venue puisque les bébés sont en défense immunitaire, ont bien grandi, donc elle est moins venue. Mais au moment de la diversification alimentaire, je suis retournée vers elle. Et donc, elle est revenue à la maison avec un petit livret pour m'expliquer comment faire au niveau de la diversification alimentaire. Et après, aujourd'hui, je suis sur un parcours classique où je vois le pédiatre quand il y a besoin de faire les vaccins. Et si j'ai des questions, bah, je passe par mes pédiatres automatiquement. C'est vrai pour toutes les grossesses, la PMI est vraiment une mine d'informations et d'aide et il faut pas hésiter à solliciter parce qu'il y en a partout. Et c'est des pros qui sont vraiment disponibles pour nous. Donc, faut pas hésiter. Et à l'écoute. Donc, très, très à l'écoute. Moi, j'ai envoyé un SMS à la dame qui nous suit ou qui nous suivait parce que maintenant, il n'y a plus besoin. Mais non, bah voilà, je vais commencer la diversification alimentaire. Je suis totalement perdue. Je sais pas par quoi commencer. Elle m'a dit, pas de panique, j'arrive à la maison, on se cale un rendez-vous tel jour. Et puis ça s'est fait. Elle m'a renvoyé un petit SMS après savoir si tout se passait bien. Et j'ai entendu parler sur Internet du club Poussette aussi. Oui, tout à fait. Club Poussette, c'est dans quasiment toutes les grandes villes, je pense, et c'est des sorties pour toutes les mamans avec leur bébé, pour aller se promener, voir Ah, d'autres mamans et échanger. Tout à fait. c'est ça. Ouais. Super, merci beaucoup Stéphanie. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Quand est-ce que j'ai été fière de moi la dernière fois? Et ça n'a pas besoin d'être un truc incroyable, hein. Enfin, il y a des jours où juste réussir à sortir de son lit, c'est un exploit, il n'y a pas de souci. Ouais, non, non, bah si, je pense que j'ai été fière, c'était en début de semaine, c'est pas grand-chose, hein, mais j'ai été au parc de jeux avec les enfants, j'ai été mis dans la balançoire et du coup j'ai fait de la balançoire avec eux. Donc petit moment de fierté parce qu'ils arrivaient à s'accrocher sur les petites chaînes de la balançoire et ils étaient morts de rire ouais, à tour de rôle. Mais ouais, je pense que ça, j'étais fière en disant, bah, finalement, je me suis fait une montagne aussi d'avoir des jumeaux en disant, je vais pas réussir à gérer. Nous, nos proches sont pas sur le secteur, hormis notre couple d'amis dont j'ai évoqué tout à l'heure, notre copine là. Et là, je me suis dit, bah ouais, je suis en mesure de prendre ma poussette. Mes enfants, ils ont 1 an, un petit peu plus de caractère aussi. Et bah, je vais faire de la Mm. balançoire avec eux et ça se passe bien, quoi. Ouais, tu peux être fière de toi, effectivement. Voilà, c'est juste ça. En tant que maman, juste réussir à passer la journée et que tout le monde aille bien et manger, changer et rigoler au moins une fois, c'est déjà pas mal, hein. Ça se passe bien, mais c'est ça. Là, c'est ça. Monsieur, il est parti en séminaire jeudi, vendredi. Donc, jeudi à vendredi, j'étais toute seule à les gérer. Et puis, ben, ils ont mangé correctement. Ils ont bu leur biberon correctement le soir. J'ai lu la petite histoire. Maintenant, ils s'endorment. Enfin, depuis qu'ils ont 6 mois, ils s'endorment très, très bien. J'ai pas eu besoin de remonter. Et je me suis dit, ah ouais, ça fait du bien quand même quand tout est calé, tout le monde va bien. Et puis, bah, j'ai un peu de temps pour moi, mine de rien, après les avoir couchés. Donc, non, c'est chouette. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Et bah, de rien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.